Bénissez-moi ma mère, car je suis fan. On est quel jour, là? Nous sommes le 17 décembre. Je vois. Bon, t'es allé voir le dernier Star Wars. Mais tu sais, des millions de gens vont le voir, et je pensais que tu t'étais accordé à ne parler que de films méconnus et que... Ah non, mère Kulchov, vous vous fourvoyez. Mais attends, t'es pas fan de Star Wars? Si ma mère, mais je n'ai pu réserver ma place que pour ce soir. Enculé. Insulter en toussant est un truc vieux comme le monde, ma mère. Merde. Bon. T'es fan de quoi? D'un des plus merveilleux space opéras jamais réalisés. Star Trek 6 n'est pas à proprement parler un space opéra. Non, non, je parle de Star Crash. Star Crash, le choc des étoiles. Oh putain, mais ce film est un nanar. Oui. Bon, je vois, t'as raison. Il est assez fabuleux. Dans son genre. Oui, ridicule comme tout est blindé de niaiseries incroyables. Un bijou du nanar, mal écrit, mal réalisé, mal monté, avec des effets spéciaux spectaculairement affreux. Et des acteurs au sommet de leur non-talent. Eh, tu vas pas me faire un laïus sur les effets pratiques, là? Ah mais si, parce que visuellement, on est très proche de Star Wars. Allez, vas-y, petit filou, je te laisse t'éclater. Merci, mère Kulchov. Star Crash, le choc des étoiles, est un film sorti en 1978, soit un an après Star Wars et un an avant Alien. Oula! Mais il disposait pas du même budget aussi, hein. On s'en bat les couilles. Wow, ça va? Le film est réalisé par Luigi Cozzi, autrement connu sous le nom de Lewis Coates, parce que c'est plus qu'un riz, t'as vu ma gueule. Loki, t'es ringard, là. Et Luigi, c'est un pote à Dario Argento. Les fans de films d'horreur sauront de quoi je parle. Quoi qu'il en soit, Loulou a pas mal collaboré avec Argento en signant quelques scénarios pour le monsieur, genre 4 mouches de velours gris, et réalisé 2 docus sur son pote. On lui doit aussi, en 1977, la sortie d'une réédition colorisée foireuse du premier Godzilla de Ichiro Honda. Il a également réalisé Contamination, un film d'horreur SF très largement inspiré Alien, mais surtout, les Hercule et Sinbad avec, dans le rôle titre, Lou Ferrigno. On s'en bat les couilles. Bah, je fais juste l'état des lieux, même. Luigi Cozzi dit qu'en 77, il a eu l'idée de Star Crash et qu'il en a filé le script à un pote producteur qui l'a refilé à un collègue chelou, Nat Werschberger. Pardonnez la prononciation. Ce dernier s'en beurre l'arrêt de ce scénar apparemment, mais quand sort Star Wars, la même année, le filou fait appel à Luigi pour mettre en branle son projet. Le tournage plutôt chaotique prit une année, allant de septembre 77 à septembre 78. Il y eut tant de problèmes de budget que plusieurs décors furent réutilisés après quelques modifications. En même temps, ça fait appel à pas mal d'astuces, et quand on sait pas, bah, on n'y fait pas gaffe. Ok, belle mise en bouche. Poursuis. Dès l'intro, c'est très les couleurs psychédéliques de l'espace étoilé, avec un grand vaisseau d'au moins 50 cm qui n'est pas moche du tout et super crédible. Dedans, tu as les gentils qui vont voir une planète de le mystère nébuleux du vide spatial et ils vont se faire attaquer par une lava-lampe du turfu avant de dévoiler un texte défilant qui te vend le plot du bousin, qui te dit qu'en fait, on n'est pas du tout dans le turfu, mais bien il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine. T'es certain que le scénario a été écrit avant la sortie de Star Wars ? Parce que niveau similarité, bon, je sais que John Campbell a influencé George Lucas pour le héros aux 1000 visages, mais quand je repense au film, je me dis que ça sent trop le fait exprès. Oh, vous savez, un petit remaniement pour coller à la mode. Le texte magique du Paturfu te dit à toi, spectateur, qu'il y avait un empereur, qu'il était gentil, et qu'il avait appris que le grand méchant Zartarn avait trouvé une arme pour manipuler des esprits, et que l'empereur, il avait envoyé des gentils pour enquêter chez les méchants. Et là, bim! Quoi? Bah quoi, vous avez rien vu? Mais merde, je t'ai déjà dit, je ne vois pas ce que tu vas monter. Je ne fais pas partie de cette section du montage. C'est déjà cool que je puisse entendre la voix off. Bon. Et là, bim! La frégate fut détruite. Pas de points alors qu'on en a avant, et... Zartarn qui se crut invincible et entreprit la conquête de la galaxie. Y'a un « et » qui vient de nulle part? Ou alors y a pas de virgule avant, mais dans ce cas la phrase est mal construite? Mais putain, c'est quoi cette syntaxe de merde? Et puis même sans ça, l'intention dramatique voudrait que Zartarn soit le grand méchant, alors que le « qui se crut invincible » nuit à son image de grand méchant conquérant. Là on dirait qu'il est perdu d'avance. Et en plus, son nom c'est de la merde. Ah ouais, pas con. De toute façon, c'est écrit par un gamin de 8 ans. Allez, poursuis. Ok. Alors... Le générique déjà, d'une certaine façon, il te vend du rêve, parce qu'il y a des trucs qui te font te dire « Ah, il y a du casting un peu, et puis merde, John Barry à la musique, c'est quand même la classe !» Ce qui d'ailleurs nous fait un lien avec Bond, puisque Barry composait pour James Bond, et que Caroline Munro, qui ici joue le personnage de Stella, avait incarné Naomi dans L'espion qui m'aimait. Alors, est-ce que tu peux dire qu'on s'en bat les couilles?
Ça gêne personne? Je me la touche si je veux. Bref, on retrouve aussi Christopher Plummer, ce qui est, encore une fois, la classe. Ou encore Joe Spinell, qui n'est toujours pas connu du grand public pour ses faits d'armes, mais que Caroline Munro retrouvera en 1980 dans le très perturbant Maniac. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est... Voix off. Alors on découvre Stella, dont le nom complet est Stella Star, donc étoile, accompagnée d'Acton, et tous les deux fuient les flics de la galaxie pour X raisons, avec un montage mou de la bite et un jeu d'acteur qui sent à mort l'implication au cours d'une course-poursuite dans une discothèque spatiale et dans laquelle le monteur nous balade en tous sens dans la oséfrie la plus totale. Oula, tu nous fais du scène par scène là? Je crois que tu voulais encourager les gens à mater le film, pas le regarder avec eux. Ah oui, merde, je me suis laissé emporter. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est un film qui se partage entre potes. C'est la meilleure façon de le savourer. T'as raison, vends du rêve aux gens. Bon, je vais spoiler un petit peu, mais juste pour parler de trucs qui m'ont vraiment amusé. On a droit à des robots modelés en papier d'alu animés en stop motion. Oh putain, un juge cerveau qui ressemble au magicien d'Oz qui se serait pris un jet d'acide dans la gueule. Bon, Stella s'échappe de prison avec un plan ingénieux digne de l'intelligence de Nabila et se fait choper par les flics qui l'ont arrêté plus tôt, dont le robot qui, en VF, a la voix de Dark Vador. D'ailleurs, Stella a la voix de Leia et Acton a celle de Lando. Digression. Bref, ils reprennent leur périple, vont libérer Acton et tout ce beau monde se réunit pour une mission secrète. He's here. There is his holographic image. Mec, vous êtes dans le turfu du pas turfu. Signifiez ça à tes contemporains, ça relève à dire. Mère Kulchoff, voici un ordinateur personnel. Oh, merci de me le signaler, Loki. Mais de rien. Mais bon, Christopher Plummer, quoi. Quelle foutue classe. Et l'empereur Plummer, donc, il confiait à Stella et Acton la tâche d'aller déjouer les plans du méchant et de sauver son fils parce qu'ils sont des putains de pilotes. Qui se sont fait arrêter par des flics la veille. Perso, j'aurais demandé aux flics qui les ont rattrapés. Ah, petit fait amusant, on mentionne la planète Arrakis parmi les étoiles hostiles, ce qui est anecdotique, mais les fans de Dune lèveront un sourcil dubitatif. Oh putain, j'adore les vaisseaux des méchants qui volent en formation, alignés comme des cons, je les imagine bien. Faites feu! Et boum, tous les vaisseaux se tirent dessus! Je suis quasiment sûr qu'outre le fait de tenter de réaliser une forme de rip-off, les mecs qui ont monté ce truc avaient vraiment envie de réaliser leur Star Wars avec une histoire complexe, avec des idées, des effets spéciaux chatoyants. Mais bon, il se dégage de ce film une véritable ambiance bon enfant, une fraîcheur limite innocente, des nichons et des culs. Pudiquement couverts. Ouais. À savoir, Star Crash a eu droit à une suite érotique, qui n'a rien à voir avec le premier opus. On sent pas les couilles. Star Crash, c'est un univers où quand on te décongèle, tu retrouves ton maquillage waterproof et ton brushing. Où t'as une révélation, genre le mec il a des pouvoirs surhumains qui viennent de l'Osef Dimension et est armé d'un sabre laser. Un univers où tu as de la résolution de mystère à la mort moelleux, des délires qui viennent vraiment de nulle part, ou que, même à jeun, sont incompréhensibles au possible. Un univers où un robot qui n'est censé n'éprouver aucune émotion veut subtilement se taper une humaine. Un univers où David Hasselhoff n'arrive... Le pire dans tout ça, c'est que pas mal des péripéties rencontrées dans le film n'ont rien à voir avec l'intrigue principale, et perdent le spectateur. Je me souviens m'être chopé un mal de crâne en essayant de coller les morceaux les uns avec les autres. Oui, genre la scène avec les Amazones. Ah ouais, mais putain, qu'est-ce qu'on s'en branle. Avec la reine qui veut se venger du robot. Ça n'apporte pas plus de profondeur au personnage, puisqu'une fois que tout est réglé, les héros se cassent et n'en font plus mention. C'est même pas un setup. Tu m'étonnes, meuf. Le donjon, pour manque de respect, ça te dit? Oh fuck. Pardonnez mon langage, ma mère. Puis merde, le plan d'attaque des... Hop, attendez, vous allez parler de la fin, là? Ouais. Okidoki. Alors, levez le doigt, que je puisse mettre un timecode, histoire d'indiquer la fin du spoiler. Ok, vas-y. Reprends là où je me suis arrêté. Et merde, le plan d'attaque des gentils, il est si pourri que c'en est admirable. Balancer leur vaisseau mère sur la station ennemie. Genius, les mecs. Genius. Le plus beau, c'est Zartarn, qui gueule son propre nom au moment de crever. On n'a qu'à dire que c'est sa petite mort. Oh tiens, un camion est garé sur ma place de parking et j'ai un lance-roquette. Je vais foncer dedans avec ma moto, évidemment. Connard! Bon sang, mais les mecs vont attaquer les bad guys en leur balançant leur cité impériale bourrée d'armes nucléaires à la gueule en mode dernier recours, alors que ces cons envoient des soldats dans le coin adverse dans des capsules au lieu de foutre les bombes dedans. Mais l'empereur, c'est un héritier de Sun Tzu, c'est sûr. On finit ensuite sur un monologue moisi qu'on oblige à sortir par la bouche de Christopher Plummer qui, pour X raisons, brise le 4e mur sans voix off. Non, direct dans les yeux, il te balance son texte. Mais c'est Plummer. Il aurait lu du Twilight que ça aurait suinté la classe. Ce mec est tellement stylé que son anus a une moustache de gentleman. Sa voix a une moustache. Son regard a une moustache. Il est moustache de partout. Ah, mais tu te touches tellement sur Plummer.
Chut. Mais clairement, on dirait que tout a été écrit, réalisé et conçu par des gosses. Ça donne un rendu à la fois adorable et grotesque. D'ailleurs, il va être difficile d'assimiler cette information, mais bon sang, ce film a gagné un prix. Non, tu dis de la merde là. Il a juste été nominé au Saturn Award du meilleur film international en 1980. Ok, mais une nomination c'est déjà assez fort pour une bouse pareille, quel que soit le festival. Après, faut contextualiser. On est en 1978, Star Wars est sorti un an avant, c'est une production italienne au rabais. Ouais, puis un côté très pulp à la Buck Rogers ou Flash Gordon. Donc il y a forcément des gens qui l'ont aimé au premier degré. Après, voilà, en tant que film qui souffre d'un mauvais scénar, il y a aussi des idées mal réalisées, qui d'après le réalisateur sont assumées. Mauvaise foi ou aveu sincère, quoi qu'il en soit, Cozzi lui-même dit avoir voulu réaliser quelque chose de très caricatural, fantaisiste, éloigné du réalisme de Star Wars, et plus proche des films de SF des années 40. Ce qui donne à Star Crash sa saveur kitsch et au ridicule insondable. Le film est grave mou, mais sur des plans tellement kitsch et mauvais qu'ils n'en sont que plus drôles. Le tout fait passer un pur moment de bonheur. Et sans déconner, même dans son édition collector, le film a une faute d'orthographe sur la jaquette. Bien mon fils, tu as su démontrer qu'un mauvais film pouvait être un bon moment de cinéma. Ah non, ça on s'en branle. Si j'avais voulu faire un pamphlet sur les nanars, j'aurais repompé le fossoyeur de film. Tiens, d'ailleurs je vais laisser un lien là. Je vais faire preuve de beaucoup d'imagination et pointer au hasard la miniature. Bref, ce que je voulais aborder ici, c'était pas vraiment le thème du nanar, mais le film lui-même, qu'il faut regarder entre amis, parce que c'est un moment à partager, et que le film, à ses dépens, est un grand moment de rigolade. Ça roule mon fils, tu peux partir dans la paix d'Akira Kurosawa. Tu es dispensé de prière, car tu es innocent. Ah? Même quand j'ai parlé des culs et des nichons? Bah... tu vas me faire vent, je vous salue Russ Meyer. Cool.